Et on continue de parler de la situation en Palestine occupée ainsi que le génocide en cours avec notre invité du jour. C'est maintenant. Bien entendu, l'urgence pour la Palestine, c'est l'arrêt du génocide en cours, mais aussi engager la bataille de l'information. C'est ce qu'on tente de faire ici, modestement. Mais aujourd'hui, nous serons aidés par un spécialiste des guerres de la désinformation, auteur également, Michel Colomb. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Alors Michel, vous animez actuellement des conférences concernant la question palestinienne et son traitement médiatique. La prochaine conférence aura lieu en région parisienne à Gennevilliers vendredi prochain à 19h. Pour nos amis parisiens, précipitez-vous. Alors arrêtons-nous, si vous le voulez bien, pour débuter, sur le terme de génocide, en l'occurrence, le génocide palestinien. Ce terme est clivant en Europe et en Occident et semble avoir été privatisé par certains. On l'observe, les médias français refusent ce terme. Pourtant, des spécialistes, des historiens sur les crimes de masse, la plupart anglo-saxons d'ailleurs, reconnaissent qu'il y a bel et bien un génocide en Occident, surtout en France, on va dire les choses franchement. On refuse la réalité sciemment et la désinformation peut-être commencerait ici. Oui, tout à fait. Écoutez, la guerre de l'info, ça commence par la guerre du vocabulaire. On sait qu'au New York Times, la direction avait émis des instructions très claires pour ses journalistes. N'utilisez pas le mot génocide, ne parlez pas de nettoyage ethnique. Quand vous parlez de massacre, d'accord pour Israël, mais les Palestiniens n'employaient pas ce terme. Donc sur le génocide, oui. Et en France, on a la même chose. C'est pas sous forme d'instruction écrite, en tout cas, ça n'a pas fuité, mais ça revient exactement au même. On joue sur les mots. On dit non, c'est pas toute la population qui est exterminée ou va l'être, etc. Mais c'est pas du tout ça la définition du génocide. Les juristes, les historiens ont bien expliqué l'intention d'éradiquer un peuple en l'exterminant ou en le chassant et en le privant de sa vie normale. C'est bien un génocide. Et pour beaucoup de gens, c'est devenu clair, mais évidemment, à la fois au niveau des dirigeants politiques et au niveau des dirigeants médiatiques, on est du côté d'Israël, donc évidemment, on va refuser le vocabulaire adéquat. Donnons justement des exemples des spécialistes, les spécialistes des crimes de masse qui retiennent ce terme de génocide. On a Martin Shaw, qui est sociologue réputé pour les travaux sur la violence, qui parle, lui, de génocide. Je retiens Omer Bartov, qui est spécialiste des holocaustes, qui parle également de génocide. Raz Segal, historien émérite et spécialiste des études sur les génocides, parle d'un bombardement aveugle à Gaza avec un largage de milliers de bombes en quelques jours, y compris des bombes au phosphore sur des zones, ce sont les zones les plus densément peuplées du monde, qui constituent selon lui un meurtre génocidaire. On a rarement vu une campagne de désinformation aussi grossière. Vous qui avez l'habitude de travailler ou qui avez travaillé sur la situation en Libye et en Irak, Michel Colomb. Oui, écoutez, à chaque fois on dit que c'est pire qu'avant, donc en fait on est en face d'un système. Ce qui est pire, c'est que dans le temps, on n'avait pas d'image ou pas d'image accessible par la majorité du public occidental. Maintenant, tout le monde peut suivre ces images sur son téléphone. Ça cause d'ailleurs des problèmes parce que ce que moi je constate, nous avons lancé l'opération Gaza Vérité pour essayer d'aider et de conseiller les gens qui veulent en parler autour d'eux d'une façon convaincante et qui rencontrent de gros problèmes. Les problèmes qu'on rencontre, c'est que, d'une part, ces images suscitent l'horreur et un sentiment d'angoisse et d'impuissance qui frappent les gens, les jeunes qui regardent les images très tôt, maintenant aussi, les enfants. Et le sentiment d'impuissance, il est lié à l'idée qu'on ne va pas pouvoir arrêter la machine de propagande, la machine médiatique, et donc on se sent impuissant. Et là, dans cette opération Gaza Vérité, où on organise des entretiens Zoom régulièrement avec tous les gens qui le veulent, même en groupe pas trop grand, on écoute les expériences négatives, positives, et on essaie de combattre cette impuissance en montrant justement qu'en réalité, l'appareil médiatique est quand même déjà obligé de reculer, parce que la pression
des journalistes indépendants, des groupes de recherche comme Investigation et la pression des citoyens qui relayent l'info des journalistes palestiniens tellement courageux, l'info des citoyens, cette pression, elle donne des résultats. Au point que je crois que ça joue un rôle. Bien sûr, ce qui joue un rôle dans le recul des États-Unis, c'est évidemment la résistance des combattants à Gaza, la résistance du Hezbollah qui a mis en échec, il faut bien le dire, Netanyahou au Liban. Et ça s'accompagne à mon avis, d'une augmentation de la participation de chacun dans la bataille de l'info. Et je crois que oui, nous avons des problèmes et c'est très dur, mais l'ennemi a des problèmes encore plus grands. Et si on pousse encore plus cette bataille de l'info, je pense qu'on va l'acculer à la défaite. Alors, revenons sur la guerre des mots, justement. Certains porte-drapeaux de l'entité sioniste au sein des médias jouent sur la confusion des mots, des termes, qui aurait certainement intéressé George Orwell en d'autres temps. Alors on joue entre antisémites et juifs, l'application du droit et l'entité sioniste qui aurait le droit de se défendre, le terrorisme d'un côté, un mouvement de résistance légitime, de l'autre reconnu par l'ONU, le génocide et le bombardement ciblé. On voit, c'est une désinformation qui dure depuis une année, depuis le 7 octobre, voire avant. Oui, écoutez, sur la question du terrorisme, pour être clair, il n'y a pas de terrorisme quand on se défend contre une occupation militaire illégale, comme la justice internationale le reconnaît maintenant. Il n'y a pas de terrorisme, il y a une défense légitime. Après, vous pouvez discuter si telle ou telle action est justifiée, etc. C'est aux Palestiniens, évidemment, à dire quelle action est justifiée, quelle action est efficace en fonction du rapport de force. Moi, je rappelle qu'Israël ne laisse aucune marge de manœuvre à la résistance palestinienne. Rien n'est accepté et donc c'est le colonisateur, c'est l'agresseur qui définit l'intensité et parfois la cruauté de la bataille, on est bien d'accord. Donc c'est pas une guerre, Michel Collomb, c'est pas une guerre, parce qu'une guerre c'est entre deux armées régulières. Là, il s'agit d'un côté d'une... Voilà. C'est une guerre du côté d'Israël, c'est une guerre de génocide et d'extermination qui appelle aussi, je crois, une guerre de résistance populaire. Ce que le Hezbollah fait au Liban, c'est la même chose que ce que les Vietnamiens ont fait dans leur pays ou les Chinois dans le temps. C'est une guerre de résistance et cette guerre-là, elle est légitime, bien entendu. La définition de la condamnation de la guerre de l'ONU, elle vise les guerres d'agression et jamais les guerres de résistance. Les Algériens aussi ont mené une guerre de résistance et de libération. Les Français, à l'époque, contre le nazisme, et on l'a oublié, parce qu'en réalité, les nazis aussi traitaient les résistants français de terroristes. Donc vous voyez, on est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre, et la seule question, c'est de déterminer qui a le droit d'occuper et d'agresser un pays. Personne. À partir de là, c'est clair. Ce n'est pas une simple... aussi, on a l'impression que ce n'est pas... une simple guerre de l'information, puisque cela prend aussi des tendances plus coercitives. À l'exemple des médias français, on peut dire que les bombardements sur Gaza, certains le disent, hein, les bombardements sur Gaza sont légitimes, sans être, on peut le dire sans être poursuivis en justice, tandis qu'un simple t-shirt ou même un tag en guise de soutien à la Palestine vous ferait encourir la prison pour apologie du terrorisme. Donc même le droit commence à être perturbé par la situation en Palestine, ce qui est inquiétant. Vous avez raison, c'est très très inquiétant l'évolution en France et elle risque de se répandre en Europe. Il y a déjà plusieurs pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. On a menacé des journalistes parce qu'ils font leur travail de journaliste. On en a arrêté certains, on menace les gens de prison, journalistes ou pas. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été menacées de prison et qui sont en procédure ou ont été condamnées par le régime Macron-Barnier. Et je voudrais dire que je pense qu'il faut une contre-attaque par rapport à ça. Leur objectif, c'est de semer la peur et la crainte chez les gens, qu'on n'ose plus dire la vérité sur Gaza et sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et je pense qu'il faut une contre-attaque. D'ailleurs, dans les conférences que nous faisons un peu partout en France, en Belgique, avec Saïd Bouamama et moi, dans ces conférences, nous avons appelé à ce que des juristes organisent une plainte juridique contre
Macron, Barnier et les gens qui leur obéissent, en rappelant qu'il y a une condamnation internationale du génocide. Et donc, moi, je dis, quand Macron, Barnier accusent les gens d'apologie du terrorisme, en réalité, c'est une manière de prouver et de démontrer leur complicité de génocide. Et donc, c'est eux qui devront être attaqués, soit en France, soit au niveau européen. Et je crois qu'il est temps de leur lancer l'offensive. Je pense que la peur doit vraiment changer de camp. Vous avez présenté un livre dernièrement, plutôt illustré, une bande dessinée dernièrement, qui s'intitule Israël et les 100 pires citations, qui montre les horreurs du projet sioniste. La CPI aurait pu s'appuyer sur quelques citations tirées de votre ouvrage pour en arriver au mandat international dont on discute aujourd'hui, Michel Collomb. Absolument. En fait, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas ce talent-là, loin de là. C'est un livre très réel, puisqu'il reprend, sans citation, des fondateurs, des dirigeants, des stratèges d'Israël depuis le début. Herzl, Ben-Gurion, bien sûr, il est à fond dans le bouquin, et les autres fondateurs, et puis tous les gouvernements et partis qui se sont succédés ont prononcé des phrases génocidaires. Et d'ailleurs, je pense que dans la procédure actuelle, certaines des phrases récentes de Ben-Gvir, de Smotrich et d'autres ont été utilisées, servi d'argument pour démontrer qu'il y a bel et bien une intention génocidaire, parce qu'ils le disent eux-mêmes. Et pourquoi on a fait ce bouquin-là? Parce qu'évidemment, on en a marre d'être traité de complotistes ou d'antisémites chaque fois qu'on critique Israël. Et donc, j'ai fait ce bouquin en disant, voilà, moi, je ne dis rien, je donne seulement la parole aux dirigeants sionistes eux-mêmes qui disent leurs crimes. Et c'est en Europe aussi, mais je crois ailleurs, une arme importante, une arme utile pour dire, voilà, on est dans une bataille. Le génocide, en fait, comme Saïd Bouamama l'explique dans son livre Manuel stratégique de la Palestine, qu'il a présenté, je crois, récemment chez vous au Salon du Livre, et comme il l'explique dans les conférences, le génocide, c'est la conséquence logique du type de colonisation opérée par Israël. Vous avez des colonisations d'exploitation où le colonisateur garde la main-d'œuvre locale pour en tirer beaucoup de richesses. La Belgique a fait ça au Congo, la Grande-Bretagne a fait ça, mais il y a aussi la colonisation de peuplement, où là le but est d'exterminer ou de chasser la population locale pour la remplacer. C'est le grand remplacement, excusez-moi. Et ça, la France l'a fait en Algérie et Israël le fait avec la Palestine. Et donc, Bouamama montre très bien dans son bouquin que le génocide n'est pas un accident qui arrive parce qu'ils veulent se venger, parce qu'ils ont peur, etc. C'est le programme prévu dès le début qui se réalise, et le génocide, il est la conclusion logique d'un colonialisme de peuplement. Alors, vous avez bien fait de me reprendre. C'est Israël, les 100 pires citations. J'avais vu l'affiche et j'ai pensé que c'était une bande dessinée, parce que la 4e couverture montrait des dessins, donc je pensais que c'était une BD. Vous avez... Là, pour accrocher les jeunes et le public qui n'a pas l'habitude de lire, c'est un petit bouquin léger, facile, justement pour accrocher les gens qui disent « tout ça c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi ». Non, c'est pas compliqué. Quand vous avez saisi les intérêts des colonisateurs et des génocidaires, c'est très simple ce conflit. Non, mais c'est de la pédagogie pour attirer les jeunes et c'est intelligent. Autre exemple, des médias mainstream orientés avec on parle encore de ce mandat d'arrêt à l'encontre des officiels sionistes. Ces derniers ont jugé Netanyahou et Galland ont jugé tout bonnement que la CPI était antisémite. Netanyahou est même jusqu'à aller comparer ce mandat d'arrêt international à l'affaire Dreyfus. Il serait le Dreyfus des temps modernes. Donc, on le voit, Michel Collomb, ma question va être un peu provocatrice, mais être sioniste par les temps qui courent, donnerait-il tous les droits dans l'imaginaire occidental ? En tout cas, il donne tous les droits à la Maison-Blanche, à l'Élysée et au boulevard, au rond-point Schuman de l'Union européenne, oui, tous les droits, parce que ces gens-là, et ça, il le montre bien dans son livre aussi, ces gens-là ne sont pas des spectateurs qui, comme on nous le dit dans les médias mainstream occidentaux, essaieraient de freiner Netanyahou en disant « tu vas trop loin, fais attention » et des choses comme ça. Ces gens-là ne sont pas les spectateurs, ils sont les donneurs d'ordre, ils sont les commanditaires, et c'est très très important. Son livre montre bien qu'Israël a été installé parce que la Grande-Bretagne d'abord, les États-Unis ensuite, et la France, avaient besoin d'un flic de quartier,
d'un agent chargé de contrôler militairement le Moyen-Orient, de diviser la nation arabe qui, au début du XXe siècle, cherchait son unité, et la Palestine, c'est juste au milieu, et donc si vous voulez la diviser, c'est l'endroit où il faut être. En plus, c'était la route du canal de Suez. Donc, il faut bien voir que Netanyahou n'est pas une sorte d'électron libre qu'on essaierait ou pas de calmer. Netanyahou est un agent, est un employé, comme tous les dirigeants israéliens, est un employé de l'impérialisme des États-Unis et de l'Europe qui malheureusement les suit. Ça, c'est la chose vraiment fondamentale à comprendre. Vous le dites aussi dans l'une de vos interventions que l'entité sioniste viserait après Raza, enfin elle viserait plus directement, mais en tout cas après Raza, après le Liban, après la Syrie, l'Iran serait directement et frontalement dans la ligne de mire. Vous dites que c'est un plan prévu depuis 2009. Je vous laisse répondre, mais on rappelle que l'ancien général Wesley Clark avait révélé le plan américain pour les guerres au Moyen-Orient et le renversement des 7 pays. Alors il avait dit l'Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, je crois, le Soudan, en terminant la liste avec l'Iran. C'était en 2007. On le voit, hein, beaucoup de ces pays ont du mal à partir avec l'entité sioniste. On est obligé de le constater, Michel Colomb. Oui, c'est clair que, en fait, Israël accomplit un plan que des stratèges comme Modeh Ya'alon avaient développé, mais il vient des États-Unis, où effectivement, il y a ce que le colonel Peters notamment a appelé le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire briser tous les États qui ont une certaine taille et des richesses, bien entendu, de sorte qu'ils ont les moyens de résister à l'impérialisme des États-Unis. Les briser absolument tous. Il y avait vraiment une liste, il y a des projets, il y a une manière de la CIA d'utiliser et d'exacerber les conflits locaux ou les problèmes locaux qui peuvent exister du fait de religion, de croyances ou de différents problèmes qui ont pu survenir dans la région et qui en général sont liés à l'impact des colonialistes. Et donc, ce plan-là vise à faire en sorte que l'ensemble du monde arabe et musulman, il faut inclure l'Iran, soit fragmenté, brisé, impuissant. Et donc, ça vise les pays qui sont maintenant directement dans le collimateur, et l'Iran l'est, parce qu'il est évidemment il est une base arrière et un soutien pour les différentes forces de résistance locales, mais ça vise aussi l'Algérie, qu'on voit la France maintenant essayer d'encercler et de menacer, de mettre sous pression, et ça vise en fait tout État, toute nation qui pourrait aspirer à la souveraineté et avoir les moyens de la défendre. Alors justement, Michel Colomb, à travers tout ce qu'on est en train de se dire sur ces nombreux sujets, je vous pose directement la question, comment gagner la guerre de l'information? Vous qui avez diagnostiqué tellement de médias mensonges en temps de guerre, en Libye, en Syrie, en Irak, vous êtes devenu un spécialiste de la question, donc comment on gagnerait la guerre de l'information par les temps qui courent? Écoutez, il y a plusieurs conditions. La première, je pense, c'est d'avoir une analyse théorique claire et simple. Je rappelle ce que je dis souvent parce que c'est vraiment un guide pour analyser l'info et l'actualité, y compris sur des pays qu'on ne connaît pas forcément si bien. Les 5 principes de la propagande de guerre, c'est occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire et l'impact du colonialisme, diaboliser l'adversaire avec des images d'atrocités qu'on fabrique au besoin, inverser l'agresseur et l'agressé, ça c'est très clair dans le cas Israël-Palestine, et monopoliser, c'est-à-dire empêcher l'info différente, l'info indépendante de parvenir au public. Et là, le deuxième point nous concerne, c'est que on est en grande difficulté financière comme beaucoup de médias indépendants. Investigation existe depuis 20 ans, mais pour le moment, on a beaucoup de mal à payer les emplois des journalistes, des chercheurs, les factures des bouquins qu'on fait et nos différents frais. Et donc, on a lancé un appel aussi à partout où nous allons, nous demandons aux gens de devenir abonnés à la newsletter et un donateur mensuel de 5, 10 ou plus, si on a les moyens, euros par mois, pour nous permettre justement de garantir les emplois et la bataille de l'info. Et en même temps, je crois que... Et l'indépendance. Et là, voilà, de garantir notre indépendance dans cette bataille. Et je crois aussi qu'il doit y avoir une plus grande coopération entre les différentes forces qui font cette bataille de l'info, et tout le monde va se faire attaquer tôt ou tard. Donc, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force, et là, je crois que c'est vraiment nécessaire.
Dernière question, Michel Collomb. L'élection de Donald Trump pourrait-elle infléchir, voire imposer un arrêt pur et simple de la colonisation de la Palestine? Qu'en pensez-vous? Écoutez, la question que tout le monde se pose et elle est complexe. Biden a échoué à Gaza, a échoué au Liban, et donc forcément, du côté des cercles de l'élite aux États-Unis, on se pose des questions et on a, même si elles ne s'affichent pas trop ouvertement, des options différentes. Trump n'est pas quelqu'un qui mérite d'être respecté, ça c'est clair, mais disons qu'il est peut-être, enfin j'espère, un peu plus réaliste sur le fait que les États-Unis sont en train de perdre leur pari en Ukraine et à Gaza et au Liban, et que donc ça risque de se retourner un peu contre les États-Unis, qui sont en train de se faire plein d'ennemis. Vous voyez même des régimes arabes et autres qui étaient vraiment pas franchement du côté des peuples révolutionnaires et qui commencent à prendre leur distance et à mener des alliances dans le cadre des BRICS ou à prendre des différentes positions. Donc, ça montre que les États-Unis sont en difficulté, que le rapport de force évolue, et Trump n'est pas un idiot, et là-dessus, on peut se demander si lui ne va pas sentir qu'il est temps un peu de changer de méthode. Attention, vigilance, ça ne veut pas dire qu'il va devenir un gentil copain de tous les peuples du monde, ça veut dire que peut-être il va se dire, voilà, cette guerre nous coûte trop cher, ça nous fait perdre des contrats, c'est pas bon pour le business, ça nous fait perdre des alliés dans le monde, on va essayer de garder les mêmes objectifs qui sont garder la domination du monde, empêcher la grande alliance Chine, Russie, Iran, et empêcher la grande alliance du Sud global, et utiliser d'autres moyens de chantage, comme les sanctions, c'est-à-dire de la guerre économique et des boycotts, des coups d'État, des manœuvres de la CIA, enfin vous savez, ils ont une panoplie de méthodes à utiliser, donc Trump pourrait peut-être mettre en œuvre un recul partiel, en Ukraine je le crois possible, à Gaza plus difficilement, un recul pour mieux sauter. Il ne faut donc pas avoir d'illusions. Et s'il recule, ça veut dire que la pression des peuples du monde aura été bien forte et qu'il faudra la faire encore plus et vraiment la maintenir. Voilà, en guise de conclusion, Michel Collomb, je rappelle que vous êtes analyste des stratégies de guerre et de désinformation. Grand merci d'avoir été des nôtres et d'avoir nourri le débat du jour. Je vous dis à bientôt. À bientôt.